Alors, maintenant qu'on a vu l'activité de démarrage, et on écoute s'il vous plaît, quand vous devrez écrire, vous écrirez. On va voir, s'il vous plaît, on se tait. On va voir ce qu'on doit retenir de cette activité de démarrage. Donc la première chose qu'on doit retenir, c'est la définition d'une translation de vecteur AB qui, je pense, a été vue au collège. Même si vous ne l'avez pas vue au collège, ce n'est pas grave. Donc, pour avoir la notion de translation de vecteur AB, c'est la possibilité pour tout point M de construire un point M', tel que le quadrilatère AB'M', soit un parallélogramme. Alors c'est assez bizarre comme définition d'une translation de vecteur, mais c'est comme ça qu'on la définira en seconde. On dit que M' va être l'image du point M si le déplacement est le même, et si le déplacement est le même, le quadrilatère qu'on obtient est un parallélogramme. Est-ce que vous voyez le lien avec l'activité que j'ai faite au départ? Donc le même déplacement va faire dire que le quadrilatère que j'obtiens est un parallélogramme, et donc on va dire que les vecteurs AB et les vecteurs M', sont égaux. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, en vrai, le vecteur, c'est entièrement relié à une translation. Et comme une translation est entièrement reliée à un vecteur. Donc si on vous parle de translation de vecteur AB, ça sera toujours le même mouvement qui se fera. Ok? On dit que les vecteurs AB et M' sont égaux, ils détruisent en fin de compte le même déplacement rectiligne dans le plan, c'est-à-dire ce qu'on appelle un glissement. Est-ce que ça va pour cette première définition d'une translation? Ça va? Ensuite, on va essayer de voir la notion d'égalité de vecteurs avec la figure qui suit. Donc, dans l'autre sens, on va dire que deux vecteurs sont égaux. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de translation et j'ai dit que quand on avait des translations, les vecteurs étaient les mêmes. Là, c'est le contraire. Si j'ai dit des vecteurs égaux, par exemple AB et MN, c'est que le quadrilatère que l'on construit est un parallélogramme. On va dire que N est l'image du point M par la translation de vecteur AB. Vous avez vu comment se note la translation de vecteur AB? T pourquoi? Translation, le vecteur AB en indice. Et vous avez vu qu'un vecteur se note avec une flèche. Alors souvent ce qu'on me dit c'est, est-ce qu'on peut mettre la flèche dans l'autre sens? Non. Par convention, la flèche sera toujours de la gauche vers la droite. Et cette flèche va quand même traduire une sorte de mouvement. Et le mouvement va aller de quoi vers quoi donc? De A vers B. Donc chaque fois que vous aurez la notation vecteur AB, c'est comme si vous faisiez un déplacement identique à celui que vous faites en partant de A à B. A, d'après vous, ça va s'appeler comment pour le déplacement? L'origine, ça paraît logique. Et B, ça va s'appeler l'extrémité. Donc on va avoir ce vocabulaire d'origine et d'extrémité relatif au vecteur, comme s'il y avait le début d'un déplacement et la fin d'un déplacement. En gros, je vais répéter, chaque fois qu'on vous parlera de vecteur, on vous parlera de... Et quel type de déplacement? Translation. L'un ne va pas sans l'autre. Donc raisonnez toujours en termes de déplacement. Alors qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Dans quel cas on peut dire que des vecteurs sont égaux? Ils ont la même direction. Attention, la direction, c'est pas le mot français qui consiste à dire le sens. La direction, c'est donc quoi? Si je devais dire la direction du vecteur AB, vous me direz que c'est quoi? Rappelez-vous le rail sur lequel je circule. C'est quoi la direction du vecteur AB? C'est la droite AB. C'est quoi la direction du vecteur BN? La droite BN, c'est-à-dire c'est la droite sur laquelle vous circulez, comme si vous étiez dans un train et que vous circuliez sur une droite. Vous aurez toujours le sens. Le sens va de A vers B, puisque la flèche va de A vers B, ou de N vers N. Donc le sens est dans un sens ou dans un autre. Ok? Et vous aurez ce qu'on appelle la norme d'un vecteur. La norme, ce sont des longueurs. Donc quand on va vous parler de norme de vecteur, en gros, on vous parlera de quoi? De longueur. Alors vous allez me dire, est-ce que vous allez me dire quelque chose d'ailleurs? Quand je vous dis, quand on parle de norme de vecteur, en gros, on vous parlera de longueur. Vous ne me dites rien quand je vous dis cette phrase. Et moi, si j'étais à votre place, je me demanderais à moi-même,
Mais pourquoi on utilise un autre vocabulaire que la longueur? Si c'est la même chose, ben je vous pose la question. Pourquoi on parle de la norme d'un vecteur alors qu'on parle de la longueur d'un segment? Et ça doit vous faire rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, qui c'est qui a une idée? Pourquoi on est obligé d'appeler différemment cette longueur de déplacement alors qu'on sait ce que c'est que la longueur d'un segment? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Oui. C'est le long du sens. Non, le sens, il n'interviendra pas. La longueur du segment lui-même, c'est la même longueur. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand on parlait de vecteur, on parlait de translation. Mais la translation, c'est un mouvement. Donc, si le mouvement, je le fais ici, ou ici, ou ici, c'est le même. Donc, une translation ne dépend pas de points. Donc, vous êtes d'accord dans l'idée que si une translation ne dépend pas de points, je ne peux pas caractériser entre guillemets la longueur d'un vecteur juste avec des points. Il faut que je puisse parler de la longueur entre guillemets d'un vecteur sans que ça fasse intervenir un segment AB. Donc, cette longueur entre guillemets d'un vecteur, c'est ce que je vais appeler sa norme. Si vous êtes en physique, on va vous dire par exemple, vous avez une force de 5 newtons. Ben, la norme, ça va être 5 newtons. Mais en vrai, cette force que vous la fassiez agir à un endroit, à un autre, ça sera toujours la même force. Donc vous voyez pourquoi on a été obligé d'introduire un nouveau mot pour les vecteurs qu'on a appelé la norme ou pas? Ça va? Donc par contre, souvent pour trouver la norme, on aura bien ce qu'on appelle un représentant. Un représentant, c'est un vecteur formé avec 2 points. Ok, vous avez vu, pour définir cette longueur, souvent on aura un représentant. Par exemple, là, vous avez le représentant AB du vecteur. Mais quel serait un autre représentant du vecteur AB? Le vecteur AB, c'est une translation. La translation, c'est un déplacement. Donnez-moi un autre représentant qui fait exactement le même déplacement que le vecteur AB. Mn. Donc, en gros, le vecteur AB, c'est le même que le vecteur Mn. Sauf que qu'est-ce qui change? L'origine et l'extrémité. Ça va pour ça? Donc ça, c'est des choses que vous devrez savoir. Alors, on conclut en disant que si le vecteur AB est égal, tu peux te taire s'il te plaît et écouter. Si le vecteur AB est égal au vecteur Mn, on va parler de 2 représentants d'un vecteur unique. Le déplacement est le même. Je vous rappelle, qui dit vecteur, D dit translation. Donc, chaque fois que vous avez des vecteurs égaux, ça définira exactement la même translation. La flèche garde toujours le même sens. Vous voyez qu'ici, tout est écrit. On a par exemple le vecteur U avec la flèche par la droite. Mais le vecteur U, si je veux, il est comme ça. Ça, c'est le vecteur U. Le U, il est noté toujours avec une flèche comme ça. Si je veux, mon vecteur U, il est comme ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est la notation du vecteur. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi cette flèche que je viens de faire? C'est le vecteur. C'est comme je vous dis, moi, je m'appelle Marlène, c'est mon prénom. Mais ce que je suis, c'est pas Marlène. Je suis une personne humaine. Oui, j'ai un prénom comme tout le monde. Hein. Bon, ben oui, je suppose. J'ai dû me présenter en début d'année. Hein. Donc, j'imagine. Donc, un vecteur, c'est un objet géométrique. Il est représenté par une lettre, exemple mon prénom. Mais le prénom, c'est pas l'objet. Donc, faites la distinction entre cette notation qu'on appelle U avec une flèche et l'objet géométrique qui représente ce déplacement en fin de compte. En mathématiques, il y a vraiment de grandes distinctions à faire entre les notations et les déplacements qu'on fait. On continue. Alors c'est bien parce que tu avais commencé à parler de ça tout à l'heure. Dès qu'on va parler de déplacement, on va parler de déplacement opposé. Et on va aussi parler de déplacement nul. On est d'accord qu'un objet qui se déplace pas, sa translation elle est réduite au vecteur s'il ne se déplace pas. S'il se déplace de 3 mètres, on a un vecteur de norme 3. Mais s'il ne se déplace pas, 0. Eh bien, un déplacement qui consiste à ne pas se déplacer, c'est ce qu'on va dire, ce qu'on va appeler la translation de vecteur nul. Vous allez dire,
Qu'est-ce que vous allez dire? Moi, je me dis des choses, mais vous ne me dites pas les choses. Ça, c'était l'expression de quelque chose à dire. Bon, non, vous dites rien quand je vous dis ça. Un déplacement qui correspond à aucun déplacement, ça correspond au vecteur nul. Ben, moi, à votre place, je dirais, mais pourquoi caractériser un déplacement nul si on ne se déplace pas? Eh bien si, parce que vous allez voir que vous apprenez les vecteurs en lien avec les translations, mais en vrai, un vecteur va exister dans un contexte mathématique qu'on appelle les espèces vectorielles, que vous verrez en post-bac, où on ne parlera plus du tout de translation, on parlera que d'outils. Vecteur, par exemple, une fonction, ça peut être un vecteur dans un espace vectoriel. C'est assez bizarre, hein, mais une fonction est caractérisée comme un vecteur dans un espace vectoriel. Donc on vous restreint l'univers, je vous l'ai dit, hein, chaque fois que vous allez faire des choses, vous allez rajouter des connaissances, et ce qu'on vous a appris peut-être en primaire ou en seconde ou en troisième, c'est juste un petit côté de l'objet qu'on vous demandera de savoir. Et là, vous allez voir plus tard qu'en vrai, un vecteur, ce n'est pas juste un déplacement. C'est quelque chose de beaucoup plus noble qu'un déplacement dans le plan ou dans l'espace. Petit vocabulaire à savoir. Quand j'ai un vecteur AB, A s'appelle l'origine, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, B s'appelle l'extrémité. Donc vous aurez toujours ça. Vecteur, ça je l'ai dit tout à l'heure, vecteur opposé. Bon, c'est assez logique. Hein. Un vecteur opposé, c'est un vecteur qui va aller dans le sens contraire. Donc, quel va être le vecteur opposé au vecteur AB? Le vecteur BA. Et on pourra noter que le vecteur BA, c'est l'opposé de AB. Et comment on note l'opposé en mathématiques? On le note avec un signe moins. Voilà les notations. Et on se rend compte que d'où vient ce vecteur nul dont je vous ai parlé? Si vous faites le déplacement de A vers B, et si vous faites le déplacement de B vers A, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un parcours et on l'a refait dans l'autre sens. Donc vous êtes arrivé où et vous êtes parti d'où? Vous êtes parti de A, vous êtes arrivé à A. Or, comment ça s'appelle un déplacement qui part de A et qui arrive à A? Oui, il n'y a pas de déplacement en vrai. Ça s'appelle un vecteur nul. Donc, chaque fois que vous aurez un vecteur où la lettre est la même, l'origine et l'extrémité est la même, vecteur AA, c'est le vecteur nul. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on écrit le vecteur AA si on ne se déplace pas? Non, personne ne va me dire ça? Mais pourquoi on écrit le vecteur A? Parce que le vecteur AA, on peut l'obtenir en faisant le vecteur AB plus le vecteur BA. C'est-à-dire qu'on se déplace de A vers B, on pourrait faire ça avec plein de trucs. Imaginons, je pars d'Amiens. D'Amiens, je vais à Beauvais. De Beauvais, je vais à Creil. Et de Creil, je vais à Amiens. Quand j'ai fait ces trois translations, en gros, j'ai fait quoi au final? Je suis partie de A. Et je suis partie de A, je suis arrivée à quoi? Donc j'ai fait le mouvement nul. Voilà pourquoi c'est important d'avoir des translations de vecteurs nuls. Parce que des fois, elles vont apparaître quand vous ferez des mouvements qui se suivront les uns les autres. D'accord? Bon, j'espère que Creil est bien là. On ne sait pas. Non, Compiègne. Compiègne. Je pense que Creil est plus par là. Compiègne, c'est plus par là. Ça va pour ça? Bon, pour l'instant, vous voyez, vous n'avez pas besoin de... Alors, ça, c'était les vecteurs qu'on avait dit dans la figure de départ. Oh, je ne vais pas les refaire. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait U plus V? Regardez la figure de départ qu'on avait. Ça, c'était la figure de départ. Je fais le vecteur U, je le suis du vecteur V. Si je devais l'écrire avec des représentants, donc vous pouvez l'écrire dans votre partie coupe, qu'est-ce qui se passe quand je fais le vecteur U plus le vecteur V? Le vecteur U est représenté par quel représentant? Maintenant, vous savez que quand on traduit un mouvement par des points, ça s'appelle un représentant. Oui? On aura directement un chemin qui mène de G à G second. Voilà, alors au départ, on est parti de G pour aller à G'. Puis de G', on a fait quoi? On est allé à G seconde. Mais en vrai, quel a été le point de départ et quel a été le point d'arrivée?
on est parti de G et on est arrivé à G seconde. C'est pour ça que votre bateau, vous vous rappelez l'activité de démarrage, votre bateau, il subissait la vitesse du vent, il subissait la vitesse du courant. Comme les deux actions s'ajoutent, il a un mouvement qui va aller presque tout droit. Ça, c'est ce qu'on va appeler la relation de Schall, c'est-à-dire la relation qui fait agir quoi? Qu'est-ce que j'ai fait là? Le vent et le... Oui, alors, dans notre cas concret, c'est le vent et le courant. Mais j'ai fait agir quoi? C'est quoi ce que j'ai fait là? J'ai fait agir deux translations. Donc chaque fois que vous faites agir deux translations l'une après l'autre, on ne s'occupera que de l'origine de votre mouvement et que de l'extrémité de votre mouvement. Et c'est ce qu'on appellera la relation de Schall. Exemple, enfin, quand j'avais fait Amiens-Beauvais-Creil, si je fais ça, Compiègne, on a dit, Compiègne. Si je fais le mouvement AB, on est d'accord que c'est le vecteur AB. Je lui fais agir, je le suis avec le mouvement PC. C'est le vecteur PC. Je continue avec CA. En gros, je suis partie de quoi? Je suis arrivée à quoi? Oui. Je suis parti à la B. Non, je suis partie de la lettre A et je suis arrivée à la lettre A. J'ai fait un déplacement nul au final, en termes de vecteur. Et bien ça, c'est Schall. Et vous vous rendrez compte que Schall, il ne marche que si quoi? Qu'est-ce qui fait que ça marche ici? S'il y a 3 vecteurs. Non, j'aurais pu le faire avec 2, avec 3, avec 4, mais qu'est-ce qui fait que ça marche? La lettre ici. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche quand les lettres se suivent. Est-ce que vous avez remarqué que ça marche quand les lettres se suivent? Vous allez de A à B, de B à C, de C à A. Si j'étais allé de A à B, puis de C à A, est-ce que ça aurait marché? Non. Non. Donc ça, on va le voir après. On va continuer. Alors, on va commencer par des exemples pour voir un petit peu la suite du cours. Donc vous en êtes là. On a représenté tout à l'heure des vecteurs avec GeoGebra. Et qu'est-ce que GeoGebra nous donnait? C'est les mêmes vecteurs. Des coordonnées. Je vous ai dit que si on parlait de coordonnées, c'est qu'automatiquement GeoGebra, il avait quoi en mémoire? Un repère. On va peut-être le construire, par exemple ici, on fait un repère, vous le faites sur votre feuille, ok? Et par exemple ici. Mais en vrai, le repère, je peux un peu le faire où je veux, à partir du moment où je respecte juste les déplacements du quadrillage. Et donc, on se rend compte que GeoGebra, le déplacement de C à E, il a décomposé en deux types de déplacements. Lesquels? Il a mis que le vecteur CO, entre parenthèses, ses coordonnées, c'était 2, 3. Donc, comment il a décomposé ce déplacement de C vers O? Si c'est 2 et 3. Oui. Il a fait 2 vers Voilà, il s'est déjà déplacé sur l'axe des abscisses. Donc là, on s'est rendu compte qu'en se déplaçant sur l'axe des abscisses, il y en avait 2. Puis, il s'est déplacé sur l'axe des ordonnées. Ben ça permet de traduire les coordonnées du vecteur. Qu'est-ce qu'il a fait pour... On part de quel point? VE. Dur. On part de V. On part de V et on va où? À E. Donc sur les X, on se déplace comment pour partir de V à E? de la droite vers la gauche. On se déplace comme ça. Donc si on se déplace comme ça, c'est moins 1. Et après, on a fait quoi? 3. Eh bien, vous voyez, vous savez déjà trouver des coordonnées de vecteurs quand on est dans un repère. Est-ce que ça va pour ça? Sauf que les coordonnées de vecteurs, soit vous allez les voir directement dans un graphique, soit vous allez devoir les calculer. Alors, je vous donne un exemple. Ici, vous avez le vecteur AB. Qui peut me dire, en regardant le graphique, quelles sont les coordonnées du vecteur AB? Juste en regardant le graphique. Alors, comment je fais pour lire les coordonnées? Vas-y. Alors, on regarde combien il Alors, on part d'où? de A. On part de A.
De A, on se déplace où d'abord? Vers l'axe des axes. Donc 1. Donc là, on va écrire 3. Et là, après, tu continues. Vers le haut, vers le bas. Ok, donc on se déplace de combien? De 3. Et vers le bas, donc on met moins 3. Est-ce que vous avez remarqué ma notation? D'habitude, les points, ils sont notés comme ça, les coordonnées? Ouais, c'est en colonne. Alors que d'habitude, comme tu dis, les points, c'est 3, point virgule, moins 3. Alors pour faire la distinction entre les vecteurs et les points, donc entre guillemets ces mouvements de translation et les points, on va mettre les coordonnées en colonne. Mais ça va être des abscisses et des ordonnées. C'est-à-dire que ici, le 3 représente l'abscisse du vecteur AB. D'accord? Vous le notez sur votre feuille? Abscisse du vecteur AB. C'est-à-dire le déplacement sur les X. Le moins 3 ici représente le Y du vecteur AB. C'est-à-dire l'ordonnée du vecteur AB. Alors, vous n'aurez pas forcément tout le temps une figure. Comment on va faire pour trouver les coordonnées d'un vecteur? Et ça va vous faire penser tout de suite aux formules. Regardez comment on trouve les coordonnées d'un vecteur. On fait quoi? La variation des X et la variation des Y. Alors, d'où vient cette formule? Eh bien, je vais vous faire un petit schéma pour que vous puissiez voir de suite d'où vient cette formule. Ici, à côté, vous allez faire un petit dessin. Vous allez mettre un point A et un point B. Ici, vous avez quoi ici? Ça s'appelle comment ici? Là, vous avez le point A. Là, vous avez l'axe des X. Ça s'appelle comment ici? Non, c'est le contraire. XA. Ensuite, on va continuer. Ici, ça s'appelle comment? XB. Ici, YA. Et YB. Ok. YB. Et pour avoir les coordonnées du vecteur AB, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire cet écart-là et cet écart-là. Or, cet écart-là, c'est XB moins XA. Et cet écart-là, c'est YB moins YA. Est-ce que vous remarquez que la formule qu'on vient de trouver là, c'est celle que je vous ai donnée en synthèse? Est-ce que vous êtes tous d'accord que ici, la différence là, XB moins XA, ça fait bien le déplacement sur les X? Et là, la différence, ça fait le déplacement sur les Y. Donc, tous ces chapitres se relient. Et en gros, quand on va parler de vecteurs, on va pouvoir de nouveau parler de direction de droite. On va de nouveau... C'est pour ça que vous avez vu que dans le polygone que je vous ai donné, dans la première partie, il y a les vecteurs. Et dans la deuxième partie, vous avez quoi? Il y en a qui ont regardé ce que vous aviez dans la deuxième partie? Vous avez équation cartésienne de droite. Donc ça va être dans la foulée. On va reparler des équations de droite, mais en utilisant la notion de vecteur, et particulièrement du vecteur directeur. Et un vecteur directeur, ça donne bien, ça porte bien son nom. Ça donne là. Donc, exemple de calcul de coordonnées de vecteurs dans un repère. Donc, on va s'intéresser à deux points. Un de coordonnées, par exemple, donnez-moi des coordonnées, ce que vous voulez. De 6. Ok. Et le point B, quelles coordonnées? 2,7. 8,7. Ok. Je voudrais que vous me donniez les coordonnées du vecteur AB en utilisant la formule. Donc, la formule, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vais la réécrire quand même pour que vous voyez. Voilà ce que nous dit la formule. Oui, je vais zoomer. Ok. Voilà ce que nous dit la formule. Vous y voyez là, ça va? Bon, si je dois appliquer cette formule, on va remplacer par les coordonnées. Qu'est-ce que c'est que XB? Qu'est-ce que c'est que XA? Qui c'est qui peut me dire?
Comment on trouve xb moins xa? Xb, c'est quoi? L'abscisse du point B. Xb pour l'abscisse du point B. Ben oui, l'abscisse, je vous rappelle, hein, l'abscisse, c'est toujours la première coordonnée. XB, YB. Là, c'est XA, YA. Donc, je vais remplacer, ça va faire 8 moins quoi pour les X? 8 moins quoi? 2. Moins 2. Pour les Y? Non, pas 6. 5 moins 6. Vous avez donc comme résultat, vous n'avez plus qu'à écrire le résultat. 8 moins 2, ça fait 6. Et 5 moins 6, moins 1. Donc si je faisais ça dans un repère, imaginons qu'on fasse un repère, donc GeoGebra, en ligne, et qu'on veuille vérifier si ça marche. Comment je devrais faire pour vérifier que ça marche, que mes coordonnées sont les bonnes? Vous pouvez me redire les coordonnées du point A, s'il vous plaît? 2, 6. 2, 6. Donc 2, 6. Là, il y a un point. Les coordonnées du point B. 8, 5. Ok. Et je vais faire le vecteur AB. Vive GeoGebra, vous allez voir qu'il va vous sauver dans maintes situations. Il faut juste que je cherche le vecteur. Si vous le voyez avant moi, vous me le dites. Là, madame, en bas. Il est en bas. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez exactement les mêmes coordonnées que ceux qu'on vient de calculer. Et comment vous pouvez le voir sur le graphique que les coordonnées du vecteur AB, c'était bien 6 et moins 1. Comment vous pouvez voir sur le graphique que les coordonnées du vecteur AB, c'était bien 6 et moins 1? Oui. On se décale. Alors on part de quoi? On part de A. On part de A. On se décale de 6 sur l'axe X. Et de Ça moins fait un premier mouvement ici. Et après, moins 1 sur l'axe Y. et ça fait un deuxième mouvement ici. Donc vous voyez que ce vecteur U, on est en train de faire la relation de chaîne, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Pour avoir le mouvement qui va de A vers B, c'est-à-dire la translation de vecteur AB, on peut d'abord faire cette translation-là. On voit qu'il n'y a qu'un déplacement sur la X de 6. Puis on fait la translation de vecteur CB, où il n'y a qu'un déplacement de vecteur donné avec Y qui fait moins 1. Donc ça, c'est assez caractéristique.